La Coupe du Monde U20 est organisée tous les 2 ans, une compétition qui permet aux jeunes talents du monde entier de pouvoir s'exprimer et de pourquoi pas convaincre certains clubs de leur proposer un contrat. Cette opportunité de représenter son pays est un rêve de gamin que peu de footballeurs puissent saisir cette chance. Et dans cette nouvelle édition, on aura la possibilité d'observer les prestations de plusieurs joueurs prometteurs de différents continents. Amérique du Nord, Centrale, Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie. Il existe différents jeunes talents des 4 coins du monde à différentes échelles. Et en 23 éditions de Coupe du Monde U20, l'Amérique du Sud a souvent été vainqueur de ces compétitions, avec notamment le Brésil ou bien l'Argentine. Le Ghana est le seul représentant africain à l'avoir remporté en 2009, et un certain André Ayew faisait partie de l'effectif. Et bien sûr, l'Europe qui reste sur 4 vainqueurs différents consécutifs. La France en 2013, la Serbie en 2015, l'Angleterre en 2017 et les derniers vainqueurs, l'Ukraine en 2019. Salut tout le monde, 7ème épisode du Wonderkid World Tour, la série qui te fait découvrir les footballeurs de demain. En pleine période de la Coupe du Monde U20, on va se pencher aujourd'hui sur le cas de 3 joueurs qui participent à cette compétition. 3 joueurs venant de 3 continents différents et qui ont le potentiel de devenir de bons joueurs, voire de très bons joueurs, et qui se sont déjà illustrés lors des phases de poule de cette Coupe du Monde. Avant de continuer, si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un pouce bleu, c'est très important pour moi, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. On va commencer par le premier joueur, le Sénégalais Pape Demba Diop, avec une valeur marchande évaluée à 400 000 €. C'est un joueur qui a récemment tapé dans l'œil de plusieurs grandes écuries européennes. C'est le cas du club italien de Naples, qui ne serait pas insensible au joueur. Le directeur sportif du club, Cristiano Giuntoli, aurait coché le nom de plusieurs joueurs ayant joué la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023, qui s'est déroulée du 19 février au 11 mars. Dans cette liste, il y a le nom de Pape Amadou Diallo, joueur du FC Metz, le Gambien Aladji Sène, et le Sénégalais Pape Demba Diop. En même temps, c'est pas étonnant, ce dernier a fini meilleur buteur de la compétition avec 5 buts marqués en 6 matchs avec les Lions de la Teranga. Il figure également dans l'équipe type de la compétition. Et pour clôturer, il a remporté la compétition et aura été un atout majeur à cette victoire finale. Milieu central de métier mais capable de jouer milieu offensif, le joueur de 19 ans est né à Ouakam, une des villes de l'arrondissement de Dakar, capitale du Sénégal. Et le point de départ de sa carrière de footballeur commence au Djambar Football Club, club sénégalais qui est en partenariat avec l'Olympique de Marseille. Ce partenariat stipule que le club phocéen a une option prioritaire sur 2 joueurs du centre de formation du club sénégalais chaque saison. C'est via ce partenariat que Bamba Dieng, par exemple, formé au Djambars FC, s'est retrouvé dans le championnat de France. Pour information, Pape et Bamba ont joué ensemble et l'entente entre les deux était bonne car Pape distillait des passes et Bamba Dieng n'avait plus qu'à utiliser ses qualités de finisseur pour conclure les actions. Ce club a également formé Pape Souaré ou bien l'ancien parisien Idrissa Gueye. C'est en 2015 que Pape participe à une détection pour pouvoir intégrer le club. Il réussit les tests et rejoint le club à l'âge de 12 ans. Il jouera dans les différentes catégories du club, junior et senior. Mais en septembre 2022, ce n'est pas à l'Olympique de Marseille que Pape jouera, mais il rejoint la Jupiler Pro League, le championnat belge au club de Zulte-Waregem. Il signe un contrat jusqu'en juin 2024 et intégrera dans un premier temps l'équipe B en division 2 amateur, soit la 5ème division belge. Et à l'heure actuelle, on arrive en fin de saison et c'est pas vraiment folichon. Avec les infos que j'ai, il n'aurait joué qu'à 5 reprises avec l'équipe B et est tout de même apparu avec l'équipe première. On sait qu'une seule apparition avec 30 minutes de jeu, c'était en championnat face à Saint-Tron en décembre 2022. Il a également eu une rentrée en cours de jeu en 8ème de finale en Coupe de Belgique. Alors je trouve ça très étonnant ce manque de temps de jeu criant alors qu'il réalise des performances XXL avec sa sélection, à moins qu'il joue avec l'équipe U18 du club de Zulte-Waregem et que je n'ai pas les données. Donc pas grand chose à dire sur sa carrière en club, par contre là où tout s'accélère pour lui, c'est lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023. Sadio Mané et ses coéquipiers ayant remporté la compétition principale en 2022, les jeunes lions de la Teranga avaient à cœur de réaliser le même parcours que leurs aînés. Et comment dire qu'ils vont tout exploser. Déjà en phase de groupe, c'est un 3 sur 3. Victoire 1-0 face au Nigeria pour le premier match. Match suivant, victoire 3-0 face au Mozambique avec un but de Pape. Et une nouvelle victoire 4-0 face au pays hôte, l'Égypte, avec cette fois-ci un triplé de Pape Demba Diop. Vous êtes pas content? Triplé. Quart de finale, c'est une victoire 1-0 face au Bénin. Demi-finale, victoire 3-0 contre la Tunisie où Pape a encore scoré. Et enfin la finale gagnée face aux Scorpions de la Gambie 2-0. Le bilan est excellent, 6 victoires sur 6, 14 buts marqués, 0 encaissés. Et ça c'est un sacré exploit d'avoir encaissé aucun but sur un tournoi. Et le plus important, le trophée qui part en terre sénégalaise. Avec en prime Pape Demba Diop qui finit soulier d'or de la compétition et Lamine Camara, joueur du FC Metz, nommé meilleur joueur de la compétition. Et cette bonne dynamique avec sa sélection se poursuit. Au moment où je tourne la vidéo, la Coupe du Monde U20 bat son plein et la sélection du Sénégal U20 participe à ce mondial. Et Pape y participe également. Titulaire lors du premier match face au Japon où son équipe perdra 1-0, il trouvera le chemin du but lors de la deuxième journée des phases de groupe en égalisant face à l'Israël, où le numéro 20 a inscrit un but décisif de la tête. Par contre, pendant que je tournais la vidéo, j'ai appris que le Sénégal s'est fait éliminer de la compétition. Ils ont fait un match nul face à la Colombie, un but partout, ils finissent dernier de leur groupe. Il faut savoir que l'idole de Pape est Kevin De Bruyne, le milieu de Manchester City. Et il possède des qualités similaires aux Belges. Vision de jeu, qualité de passe. C'est un joueur intelligent qui sait bien se placer dans les espaces. Capable de casser des lignes avec ses passes précises, Pape est aussi un joueur combatif et qui n'hésite pas
à monter aux avant-postes pour aller scorer alors qu'il est milieu de terrain, je le rappelle. Toujours dans le bon tempo et marque souvent par rapport au poste où il joue. Surtout de la tête où il est souvent présent sur les centres et les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, petite anecdote, Pape aurait dû signer au FC Lorient. Lors d'un stage, il convainc les Berlus de le signer. Tout était prêt, mais Pape a dû faire un choix. Signer au FC Lorient ou aller défendre ses couleurs avec la sélection du Sénégal pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023. Il choisira la deuxième option et signera finalement son premier contrat pro en Europe au club belge de Zundwaregem. D'ailleurs, Pape a commencé à se faire appeler avec la sélection U23 du Sénégal. À 19 ans, il a déjà participé à des matchs amicaux face au Maroc ou à la Tunisie par exemple. Je trouve que Pape a ce profil de meneur de jeu au milieu de terrain, capable de donner des passes clés vers l'avant ou bien être buteur. Il possède de nombreuses qualités offensives. Son cas sera surveillé, mais j'attendrai de voir ce qu'il fera avec le Zundwaregem lors de la saison 2023-2024. Car il serait temps de le lancer dans le grand bain, surtout que Zundwaregem descendra en Challenger Pro League la saison prochaine, soit la deuxième division belge. Sachant qu'il reste un an de contrat à Pape, un départ du Sénégalais cet été ne serait pas non plus à exclure. Sa valeur marchande est loin d'être élevée et le club belge ne sera pas en position de force pour retenir son joueur. Le deuxième joueur est l'Italien Tommaso Baldanzi avec une valeur marchande de 10 millions d'euros. Grosse valeur marchande pour ce jeune talent qui n'a cessé d'évoluer avec le club italien d'Empoli, évoluant en Serie A, passant de sa valeur marchande de 1,5 million d'euros en septembre 2022 à 10 millions d'euros aujourd'hui. Et contrairement à Pape Demba Diop, Tommaso a déjà été lancé dans le grand bain en équipe pro, du moins avec son club. Né le 23 mars 2003 à Poggibonsi en province de Sienne, le jeune Italien a commencé le football en rejoignant le club de Castelfiorentino à l'âge de 6 ans, en 2009. 2 ans passera et le club d'Empoli le repère. Bien entendu, Tommaso quitte le club amateur et rejoint Empoli où le club évolue en Série B à ce moment-là. Il passera par les différentes catégories jeunes mais se fera remarquer avec l'équipe U19. Tommaso et ses coéquipiers remporteront le championnat italien de leur catégorie face à l'Inter Milan 4-3 en 2019. Il sera d'ailleurs buteur lors de cette rencontre alors qu'il évolue au milieu de terrain. Il est donc décisif avec l'équipe U19 alors qu'il n'avait que 16 ans et était donc déjà surclassé. Ses prestations seront remarquées et il commencera à être appelé par le coach de la A, Alessio Dionisi. Tommaso jouera ses premières minutes avec l'équipe première en Coupe d'Italie face à Benevento en 32e de finale. C'était en octobre 2020 et il rentrera encore en cours de jeu en coupe, cette fois-ci face à Naples en 8e de finale. Pas la moindre minute en championnat lors de cette saison 2020-2021, mais Tommaso expose tout avec l'équipe jeune. 29 matchs, 14 buts, 11 passes décisives, pour un milieu de terrain, ce sont des stats très solides. Pas étonnant qu'il a commencé à être appelé avec l'équipe pro alors qu'il n'avait que 17-18 ans cette saison-là. Saison 2021-2022, pas de grande évolution dans sa carrière. 21 matchs avec l'équipe jeune d'Empoli, 7 buts et 2 passes décisives, des stats moins folles que l'année dernière mais toujours assez régulièrement titularisé. Il a également participé à la Youth League, 2 buts marqués, 1 passe décisive en 4 matchs. Malheureusement, il se blesse avant le tour intermédiaire contre le Borussia Dortmund et ne pourra pas participer au match. D'ailleurs, son équipe perdra 5-3 et se fera éliminer. Remis de sa blessure au bout de quelques semaines, Tommaso entrera en cours de jeu, cette fois-ci en Serie A, contre l'Atalanta Bergame et est enfin lancé dans le grand bain en championnat. Ça sera sa seule apparition avec l'équipe pro cette saison-là. Saison suivante, l'équipe d'Empoli démarre une nouvelle saison dans l'élite avec un nouveau coach, Paolo Zanetti, coach qui a évolué dans ce club entre 2003 et 2006. Et ce nouvel élan de fraîcheur dans le staff permettra au jeune Tommaso d'être appelé régulièrement avec l'équipe A. Sur le banc, lors des 2 premières journées, il sera titulaire pour la première fois lors de la 3e journée face à Lecce. Et lors de la journée suivante face à l'Hellas Vérone, Tommaso Baldanzi est une nouvelle fois annoncé titulaire, jouant alors au poste de milieu offensif et marquera son premier but avec l'équipe professionnelle à la 26e minute, une frappe puissante pied gauche à l'extérieur de la surface. Par contre 12 minutes plus tard, c'est la tuile, il doit sortir sur blessure et son équipe se fera égaliser ce score final 1-1. Sa blessure lui vaudra une absence de quelques semaines, mais suite à ça, il alternera le banc de touche sans rentrer, des rentrées en cours de jeu et 2-3 titularisations. Et comme vous le savez, cette saison, il y a eu une grosse trêve cet hiver durant la Coupe du Monde, ce qui a permis à Tommaso Baldanzi de jouer des matchs amicaux avec Empoli et de se focus sur la deuxième partie de saison où il a plus un rôle de joueur de rotation. Et son travail va s'avérer payant. Du 4 janvier jusqu'à la fin de la saison, il ne manquera plus aucun match. Quasiment titulaire à chaque rencontre, il est devenu une pièce maîtresse dans l'entrejeu de son club formateur. Au final, c'est 26 apparitions, 4 buts marqués et 1788 minutes jouées, soit l'équivalent de 20 matchs entiers joués. Bien sûr, les dirigeants ils sont pas cons. Tommaso commençait déjà à se faire observer en 2022 et le club avait anticipé la chose, donc le jeune talent italien a signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027. Donc à l'heure actuelle, il reste 4 ans de contrat et la Juventus est fortement intéressée par le profil du joueur, tout comme l'AC Milan. Fabrizio Corzi, président d'Empoli, s'est confié sur ce sujet. Notre idée est de le laisser terminer sa croissance à la maison avant de le mettre sur le marché. Nous pensons pouvoir compter sur lui encore un an. Un montant de 15 à 20 millions d'euros convaincrait les dirigeants de laisser partir, en laissant le joueur en prêt une saison de plus dans son club formateur. Un prix abordable pour les cadors italiens à la recherche de jeunes talents pour préparer la transition avec les joueurs expérimentés proches de la retraite. Du haut de ses 1m70, sa petite taille lui permet une certaine agilité
et d'être à l'aise dans les petits espaces, balle au pied. À l'aise techniquement, ses contrôles de balle permettent d'accélérer le jeu vers le camp adverse. Un profil qui me fait un peu penser à celui d'Antoine Griezmann. Même gabarit, même poste, Tommaso effectue également des replis défensifs permettant aussi la récupération du ballon. Titulaire depuis le début de la compétition de la Coupe du Monde U20 2023, Tommaso a été titulaire sur l'entièreté des 2 rencontres mais n'a toujours pas scoré ou effectué des passes décisives. Un joueur à suivre en tout cas du côté de l'Italie. Et enfin, le dernier joueur est Maximo Perrone, avec une valeur marchande de 10 millions d'euros. Et là on parle d'un joueur qui joue actuellement à Manchester City. Argentin ayant rejoint l'Angleterre cet hiver ne fait pas pour l'instant partie des plans d'un des meilleurs coachs actuels, Pep Guardiola. Pour savoir comment il en est arrivé là, revenons au début. Né le 7 janvier 2003 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, Maximo effectuera l'entièreté de sa formation au club argentin du Vélez Sarsfield de 2009 à 2022, club qui a formé le défenseur Nicolas Otamendi ou bien plus récemment Thiago Almada, autre éternel pépite qui n'ose pas rejoindre l'Europe et préfère se planquer en MLS. Évoluant en poste de milieu défensif, Maximo signera son premier contrat pro avec Vélez en 2019 à l'âge de 17 ans. Ceci est dû au fait qu'il s'illustre avec l'équipe jeune du club et qui se détache en termes de niveau qui est beaucoup plus avancé. Son partenaire de l'époque, Mathias Soulé, aura également un niveau plus avancé mais rejoindra le club italien de la Juventus de Turin par la suite. Dans la suite logique, il fera ses débuts professionnels en mars 2022 où il sera d'ailleurs titulaire. C'est lors d'un match de championnat face à l'Estudiantes où il jouera quasiment l'intégralité du match. À partir de là, il s'imposera en tant que titulaire et jouera également en Copa Libertadores. Il marquera d'ailleurs son premier but avec l'équipe A lors de cette compétition face au club uruguayen de Nacional, club où évoluait Luis Suarez. But d'ailleurs qui permet de donner la victoire à son équipe en toute fin de match. Vélez ira même jusqu'en demi-finale de la Copa Libertadores. Maximo doit s'absenter lors de la double confrontation face au club brésilien de Flamengo dû à un pneumothorax. Son équipe sera éliminée de la compétition. Portant le brassard de capitaine à quelques occasions alors qu'il n'a que 19 ans, Maximo aura cumulé 33 matchs, toutes compétitions confondues, que ce soit championnat, Copa Libertadores, Coupe de la Ligue et Coupe d'Argentine, pour 3 buts marqués et 3 passes décisives. Et surtout aussi ses 12 cartons jaunes, ce qui fait un carton jaune tous les 3 matchs à peine. Donc du 7 mars 2022 au 26 octobre 2022, il cumulera 2465 minutes toutes compétitions confondues, soit 27 matchs entiers joués. Cela suffit lors du mercato hivernal pour qu'un cadre européen mise 11 millions d'euros sur Maximo. Il s'agit du club anglais de Manchester City. Et c'est grâce à Javier Mascherano, qui est l'entraîneur U20 de la section argentine, qui a conseillé Pep Guardiola de le recruter, chose qui a été entendue. C'est là qu'on voit où le foot va très vite. Passer de l'équipe jeune de Vélez début 2022 à rejoindre l'un des plus gros clubs européens en l'espace d'un an, en ayant joué l'équivalent d'une saison avec Vélez, c'est très rapide. Bien sûr, à l'heure actuelle, Maximo doit prendre son mal en patience et se contenter de quelques miettes avec l'équipe première tellement l'effectif est compétitif. Je rappelle qu'il joue au poste de milieu défensif, capable aussi d'évoluer au poste de numéro 8 et qui a énormément de concurrence. Calvin Phillips, Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan et même le jeune Cole Palmer loin d'être inintéressant. Au moment où je tourne la vidéo, c'est pour l'instant 19 minutes de jeu en PL. C'était en fin de match face à Bournemouth où il a remplacé Erling Haaland. Et le match suivant également où il a joué 4 minutes en 8ème de finale de FA Cup contre Bristol City. Sinon il alterne entre cirer le banc sans entrer ou carrément ne pas être sur la feuille de match. À lui de travailler dur pour gagner sa place dans un effectif extrêmement bien fourni en termes de talent pur avec un coach très tatillon sur la tactique. En tout cas, en cette Coupe du Monde U20, Maximo a du temps de jeu où il est titulaire en cette équipe. Il a notamment réalisé un très bon match lors de la deuxième journée face au Guatemala où il aura marqué un but et délivré une passe décisive. Et face à la Nouvelle-Zélande lors de la troisième journée, nouvelle passe décisive de sa part lors du festival de l'Abysse Céleste sur une victoire 5-0. L'Argentine est qualifiée pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde et Maximo sera un élément essentiel dans l'entrejeu. Du haut de ses 1m77, Maximo ne va pas être le profil de milieu défensif qui apportera de l'impact physique au milieu de terrain. Par contre, c'est un joueur très à l'aise techniquement. Contrôle de balle, précision des passes. Maximo est un joueur qui aime jouer très vite vers l'avant quand il récupère le ballon au lieu de jouer en retrait. Il oriente très souvent son jeu vers le camp adverse, ce qui lui permet d'effectuer des remontées de balles avant de donner le ballon pour un de ses coéquipiers pour parfois effectuer des passes clés ou bien des passes décisives. 3 joueurs de nationalités différentes, 3 milieux de terrain qui ont un profil différent, 3 joueurs qui ont des situations différentes dans leur club respectif, mais aussi 3 joueurs qui jouent la Coupe du Monde U20 2023 où leurs nations se sont qualifiées pour les phases éliminatoires au moment où je tourne cette vidéo. Bon, sauf le Sénégal de Pape Demba Diop qui n'ont pas su gagner un match lors des phases de groupe et finissent dernier de leur poule avec 2 points. Une fin de compétition abrupte pour le jeune Pape qui aura tout de même marqué un but contre Israël et aura été un des meilleurs Sénégalais de son équipe. Un joueur qui a déjà prouvé qu'il avait du talent mais uniquement avec sa sélection et qu'il serait temps pour lui de montrer ses qualités en club. Et ça serait sympa de le voir dans le championnat de France au lieu de le voir évoluer en deuxième division belge. Pourquoi pas le voir au FC Lorient, les Merlus qui connaissent bien le dossier et qui avaient failli le recruter il n'y a pas si longtemps. Le restant qu'un an de contrat avec le Zuid Waregem et une valeur marchande estimée à 400 000 €, c'est un joueur qui peut avoir sa chance dans un club du milieu de tableau de Ligue 1 et qui plus est ne coûterait pas cher. Concernant Tommaso Baldorzi, c'est le contraire, un joueur qui est titulaire avec sa sélection sans être étincelant, mais qui aura réalisé de vraies performances dans un club de deuxième partie de tableau de Serie A. De gros cadors italiens le surveillent et ça serait très bien qu'il reste à évoluer en Serie A,
tout en le prêtant une saison supplémentaire dans son club formateur pour parfaire sa formation. Le président d'Empoli veut que la situation de son jeune poulain évolue comme ça et je trouve qu'il a raison. Le plan serait qu'il confirme une saison de plus avec Empoli la saison prochaine et qu'il arrive à la saison 2024-2025 dans un gros club italien jouant l'Europe. Pourquoi pas la Juventus, comme le disait Rumeur, ou bien la C Milan. Et enfin Maximo Perrone, lui qui est un joueur qui a déjà rejoint un gros cadre européen contrairement aux deux autres. Je sais pas si le choix de rejoindre Manchester City est le bon move pour lui tant il y a de concurrence. Mais avec le mercato estival qui arrive et peut-être avec le départ de certains milieux de terrain, il pourrait voir sa situation évoluer, du moins rentrer plus souvent en cours de jeu et gratter quelques matchs titulaires en coupe par exemple. Si Pep Guardiola ne compterait pas sur lui, il faudra le prêter en Championship ou dans un club de bas de tableau de première ligue, pour qu'il puisse s'aguerrir et s'imprégner du championnat anglais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes un joueur du jeu vidéo Football Manager, mon partenaire FM Ultra détient un site consacré au jeu. Tuto, vidéo, youtubeur, tout est répertorié sur son site, lien en description. Et si vous voulez des maillots pas chers, n'hésitez pas à utiliser le code FMULTRAS, FMULTRAS en majuscule. Vous aurez moins 12% sur le site lebonmaillot.com, qui livre des maillots mystères, lien également en description. Si vous avez des suggestions de sujets de vidéos concernant les jeunes talents du football, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Enfin, je suis actif sur différents réseaux où je suis régulier, notamment sur TikTok où je parle des jeunes talents du football sur format court. Moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde et à la prochaine.